avec deux invités qui nous ont rejoints sur ce plateau. Yankel Fijalkov, bonjour. Bonjour. Vous êtes universitaire, professeur en sciences sociales à l'École nationale d'architecture de Paris-Val-de-Seine. Vous êtes chercheur au centre de recherche sur l'habitat. Et puis avec nous, Stéphane Peu, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de Seine-Saint-Denis, membre du comité exécutif de l'USH. Vous êtes, on peut le dire, un grand défenseur du logement social. Alors, je me tourne d'abord vers vous, Yankel Fijalkov. Vous avez effectué un travail de recherche que vous avez remis à l'USH il y a 2 ans maintenant, que vous aviez intitulé « Récits et représentations dans les discours parlementaires sur le logement social dans les années 2000 ». En clair, c'était la façon dont le logement social est perçu à l'Assemblée nationale. C'était quoi enfin, ou d'ailleurs, pas seulement à l'Assemblée nationale, et on va y venir, mais au Parlement, c'est-à-dire Assemblée et Sénat, c'était quoi l'idée ? L'idée, c'était au fond de se dire que, bon, on a des sondages d'opinion sur ce que pensent les Français du logement social. On a peu de choses dans ces sondages d'opinion sur les missions du logement social et la manière dont les Français les perçoivent. Par contre, ce qu'on a, c'est environ depuis l'an 2000, on a 3000 pages de débats parlementaires. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait dépouiller ces 3000 pages des représentants de la nation et voir un petit peu qu'est-ce qu'ils pensaient du logement social, comment ils percevaient et quelle était la tonalité principale à chaque étape du logement social. Donc on commence par la loi SRU et puis on finit évidemment par la loi Elan et on passe même par des débats financiers, techniques, j'y reviendrai là-dessus, et on observe un petit peu quelles sont les polarités, quelles sont les tendances qui se manifestent et quel est le discours, disons, dominant sur le logement social à chaque période. Alors vous nous mettez l'eau à la bouche, 3000 pages à lire, un travail de Romain. Bon, alors c'est quoi les faits les plus saillants, les tendances que vous avez pu déceler ? Plusieurs tendances, mais je dirais la grosse tendance, si vous voulez, c'est que le débat devient de plus en plus technique. Et en même temps... Alors, pardon, excusez-moi de vous couper, c'est le débat qui est technique ou ce sont les sujets qui sont techniques ? C'est pas forcément exactement la même chose. Non, c'est plutôt les sujets, vous avez raison. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière cette technicisation, on voit en fait des élus débattre, de moins en moins, parce que le débat est de plus en plus technique. Et par contre, ce qu'on voit apparaître, c'est l'émotion. C'est l'émotion, et l'émotion, je reviendrai, qui fait vraiment consensus autour de la question du mal logement, qui est un thème qui peut pour différentes raisons, se retourner contre l'habitat social et développer une mauvaise image du logement social, ce qui est bien sûr injustifié. Mais attendez, explicitez un peu. Alors, la grande question, c'est la file d'attente, et la file d'attente culpabilise le discours dominant à ce moment-là, culpabilise le logement social en disant, il y a une file d'attente, il y a des demandeurs de logement, il y a des mal logés. C'est de la faute. Et que fait le logement social ? C'est la faute du logement social. Voilà. Voilà. Et donc, et ce discours-là, il tend à faire consensus. Et en même temps, on a des thèmes de plus en plus techniques sur lesquels interviennent assez peu finalement d'intervenants. Et ça, c'est vraiment, on a un appauvrissement du débat public, me semble-t-il, des deux côtés. C'est pour ça qu'on avait fait un article qui s'appelait « Pour un nouveau récit » du logement social, parce qu'au fond, ce qu'on s'était dit, c'est que le logement social a eu de grands récits. Il a eu de grands récits. Dans les années 50, c'était le début de l'histoire, un peu aidé par l'abbé Pierre en plus. C'était la grande époque de la reconstruction. Il a eu le récit donc, de la reconstruction de la France, il a eu le récit de la rénovation et de la modernisation de la France dans les années 60-70. Et puis aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? C'était aussi une des motivations de notre recherche. Où est-ce qu'on en est ? Quels sont les mots d'ordre ? Quels sont les points positifs ou négatifs qui
émerge dans ces débats sur le logement social. Et au fond, le logement social, avec notre rapport, mais avec d'autres réflexions évidemment, se trouve un petit peu à la croisée des chemins. Et nous, en tant que chercheurs, on est plutôt là pour poser des points d'interrogation. On n'est pas là pour dire ce que le logement social doit faire, si l'entité existe, mais plutôt dire, voilà la cartographie, voilà poser les questions, c'est parfois un petit peu y répondre, Yankel Fijalkov. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas une intime conviction en la matière. Mais je me tourne vers Stéphane Peu, parce que vous vivez le truc de l'intérieur, vous êtes parlementaire. Qu'est-ce que dit votre voisin de droite? C'est un doudin, ou ce qu'il dit, c'est clairement la vérité, c'est quelque chose que vous ressentez en le vivant au quotidien? Oui, non, c'est pas un doudingue. Bon, ça me rassure pour la suite du débat. Non, je le ressens. Alors bon, j'ai une particularité, c'est que je suis parlementaire seulement depuis 2017, mais j'ai été auparavant 20 ans président d'un organisme HLM que je ne suis plus, puisque le cumul des mandats m'interdit d'être parlementaire et toujours président d'organisme. Mais je suis arrivé au Parlement avec cette expérience, et c'était très rare dans cette mandature. Parce qu'on a eu en début de mandat, en 2018, la loi Elan, qui est une loi qui traitait du logement, qui est la seule loi d'ailleurs de cette mandature où on a véritablement parlé du logement. Et on s'est vite aperçu que ce qu'avait démontré d'ailleurs une autre étude sociologique, cette fois-ci sur la composition du Parlement, c'est qu'on avait un Parlement qui était plus jeune, plus mixte, hommes-femmes, mais qui sociologiquement n'avait jamais été aussi représentatif des classes supérieures de la société depuis plus d'un siècle dans notre pays. C'est-à-dire une sociologie des classes supérieures ultra dominante comme jamais au sein de l'Assemblée nationale. Donc forcément, quand on arrive pour parler du logement social, l'inexpérience de la plupart des parlementaires qui n'ont pas eu de mandat d'élu local auparavant, doublée d'une extraction sociale plutôt élevée. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont jamais vécu en logement social. On nous dit qu'il y a un Français sur deux qui habite ou a habité un jour en logement social. Là, pour le coup, c'était l'autre moitié. D'une part, et ne pas avoir géré de collectivité, donc avoir été confronté, parce que même si vous n'avez jamais vécu en logement social, quand vous êtes maire ou quand vous êtes élu local, vous êtes obligé de recevoir des gens qui ont besoin de logement, vous êtes obligé de vous coltiner avec la question du logement, parce que aujourd'hui, n'importe quel élu local en France vous dira que, grosso modo, 7 à 8 demandes de rendez-vous sur 10 d'un habitant portent sur les questions du logement, qui est extrêmement prégnante dans la société, mais... Y compris quand on est député? Oui, alors... Non, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, bon, il y a non-cumul des mandats, etc. Il y avait beaucoup de députés maires. Moins, parce que les gens, ils sont pas bêtes, ils identifient bien que celui qui peut essayer d'apporter une solution à leurs problèmes est plutôt le maire ou le maire adjoint que le député. Après, bon, il y a des exceptions. Moi, je resterai jusqu'à la fin de mes jours à Saint-Denis identifié comme l'élu au logement autant que le député. Donc moi, je continue d'avoir beaucoup de gens dans mes permanences pour les problèmes de logement. Mais et si vous voulez, ça m'a frappé. La deuxième chose qui m'a frappé sur ce mandat, donc très peu de gens qui comprenaient vraiment le problème. On était sur la loi Elan, enfin franchement, sur 577 députés, on était, allez, je vais être gentil, moins d'une dizaine, sur tous les bancs, hein, de droite comme de gauche. À comprendre de quoi il s'agissait. À avoir un peu d'expertise, un peu de diagnostic, et à pouvoir relier le débat du logement, non pas à des considérations techniques, non pas à, comme souvent, lire des fiches avec des éléments de langage, des éléments de langage produits par les ministères, mais à essayer de faire rentrer un peu la vie et donc détechniciser, je ne sais pas si le mot est... Oui, mais on comprend bien, je ne sais pas si ça existe, mais on comprend bien ce que ça veut dire. Politiser, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire faire rentrer la vie du pays, la vie de nos concitoyens de manière concrète et essayer de faire peser le débat autour de celui-là. Si j'ajoute à ça le fait que, j'en parlais en coulisses tout à l'heure avec Pierre-René Lema, mais notre pays s'est retrouvé bizarrement à contre-cycle par rapport à ses voisins européens. Ou à ses voisins
Depuis longtemps. Bon, en 81, quand Reagan et Thatcher arrivaient au pouvoir, nous on élisait Mitterrand. Ouais. Voilà. Il aurait fallu, certains disent, il aurait mieux valu l'élire dès 74 à l'époque où c'était Giscard et peut-être avoir un cycle différent. On s'embarque sur un débat. Vous êtes pour avoir de toute façon un président de gauche, quel que soit l'époque. Absolument. Et puis j'appartiens à une famille politique qui a participé à des gouvernements en 81, en 97, tout ça. Donc nous sommes une formation de gouvernement et nous y sommes attachés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en 2017, quand Emmanuel Macron arrive au pouvoir avec son immense majorité parlementaire, ils le sont sur une doxa très libérale. Bon, c'est pas faire injure. C'est un constat. C'est un constat. Au moment même où, sur cette question du logement, en Angleterre ou en Allemagne, il y a des virages qui s'opèrent. En Allemagne, sous Angela Merkel, on a réinvesti, l'Allemagne, à travers ses Länder, mais aussi à travers l'État fédéral, on a réinvesti massivement dans le logement public. On va vous dire que ce soit les Allemands, que ce soit les Anglais, ils étaient très en retard, que finalement les Français ont toujours peu ou prou défendu le logement social. Et finalement, est-ce que... Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi avoir comme modèle ceux qui ont pris du retard ? Pourquoi ne pas être fier et réfléchir à notre modèle qui a plutôt mieux résisté que les autres aux crises, aux spéculations? On a vu ce qui s'est passé en Espagne, en Angleterre, en Allemagne. Ça a été un désastre sur le plan social que les crises immobilières et les crises du logement. La France a mieux résisté. Elle a mieux résisté, entre autres, par son modèle social. Pourquoi le décricoter, le défaire, là où il a réussi? Stéphane, je vous écoute très bien pendant des heures, mais là, vous nous emmenez sur un débat plus politique. Et ce qui est intéressant là, sur cette séquence, c'est d'étudier finalement, au-delà des conceptions politiques qui peuvent diverger, simplement le fonctionnement du Parlement face à un problème. Et donc, Fujalkov, on l'évoquait, est-ce que le fait que des parlementaires ne soient plus aujourd'hui des maires, soient un peu coupés finalement d'une réalité de terrain, de tous ces rendez-vous de gens qui viennent demander des logements sociaux, est-ce que ça, c'est pas un problème pour le logement social au Parlement ? Peut-être que c'est un problème, mais disons que ce à quoi on assiste aussi, c'est peut-être à une moins forte présence des représentants du logement social au sein des instances gouvernementales et parlementaires. Et ça c'est effectivement un facteur. J'en rajoute un élément en plus de la sociologie du Parlement que vous avez rapidement fait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une moindre compréhension, du modèle de logement social français qui est un modèle généraliste, hein. Et ça donne lieu effectivement. Alors tout à l'heure vous avez hésité à dire technicisation, moi je dirais un autre néologisme, bercycisation, si ça existe. Là on a compris aussi ce que ça voulait dire. Voilà, c'est-à-dire au fond, ce que nous disait Marianne Louis d'ailleurs il y a quelques instants, en disant que là il y avait encore des efforts de pédagogie à faire. Voilà, et donc il y a des mots quand même qui sont restés dans le débat parlementaire, comme dodu dormant, hein, c'est-à-dire ces fameux fonds propres à des organismes HLM qui dormiraient, qui seraient inefficaces et que le gouvernement se propose de mobiliser pour économiser sa peine lui-même. Bon, donc c'est quand même des termes, comme le terme aussi croquignolesque qui a été employé par le président de la République pour décrire le système d'aide à la personne croisé avec celui de l'aide à la pierre. Donc hein, il a dit le modèle du logement social est un système croquignolesque. Bon, voilà. Donc il y a toutes sortes d'expressions comme ça qui sont des expressions issues un peu de la réflexion et de la technique budgétaire, mais qui sont renvoyées non plus sur des aspects techniques, mais sur des aspects complètement émotionnels. Et c'est là où effectivement, je pense qu'il y a
un défi pour le logement social en termes de récit, c'est-à-dire de réfléchir à la manière dont on peut contrecarrer ce type de récit, dont on peut avancer d'autres idées. Et une des pistes, alors je reviens sur la question des maires qui sont sollicités, il me semble qu'une des pistes, c'est de considérer les vulnérabilités résidentielles en France de manière assez large. On connaît les statistiques de la Fondation Abbé Pierre, par exemple, mais on pourrait peut-être encore aller plus loin sur ce front de vulnérabilité résidentielle, les familles monoparentales qui sont accueillies, par exemple, en grande partie dans le parc social. Et voir comment on peut répondre à ce type de vulnérabilité résidentielle qui s'exprime, les jeunes qui ont du mal à partir par exemple aussi du domicile parental. Voilà des besoins qui sont un petit peu silencieux, qui ne sont pas tellement renseignés par la statistique nationale malheureusement, mais ça il faudrait faire encore des études, on a du pain sur la planche. Et ça, je pense que c'est une des pistes que pourrait emprunter le logement social vers un nouveau récit. Stéphane Peu, ce que dit Yankel Fijalkov est intéressant. Il manque aujourd'hui d'un récit du logement social au sein de l'Assemblée. Il manque un récit du logement social. Je pense qu'il manque un récit national aussi, si je peux utiliser l'expression, parce que en fait, le logement social, peut aujourd'hui loger plus de 70% du salariat français. Mais en fait, dans notre pays, et on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, et on le voit avec d'autres éléments de l'actualité, on a 70-75% des Français qui sont la France qui travaille dur, qui se lève tôt, qui vit dans les banlieues des grandes villes ou dans les zones rurales déclassées, dans tous ces... ce que Jérôme Fourquet a très bien qualifié, tous ces territoires un peu oubliés de la République, mais les territoires oubliés de la République, ce n'est pas la marge. Les territoires oubliés de la République, c'est quand même aujourd'hui cumulé, villes moyennes en décroissance, zones rurales désertifiées de services publics et banlieues populaires des grandes métropoles. Ça représente beaucoup de la France populaire d'aujourd'hui. Or, aujourd'hui, que ce soit... Tout ce qui était un peu notre modèle social français, la retraite par répartition, la sécurité sociale avec ses droits universels, le logement social comme un logement généraliste qui est un creuset d'intégration et d'élévation sociale pour l'ensemble du salariat, du plus précarisé au plus formé et qualifié. Tout ça est en train d'être mis à mal au service d'une société qui... aurait les amortisseurs sociaux pour vraiment les plus en difficulté, qui pour le reste laisseraient au marché, à la concurrence, d'être le moteur de la société, les retraites par capitalisation, enfin je ne vais pas énumérer tous les projets. C'est ça qui est très dangereux. Et le logement social, de mon point de vue, le logement HLM, d'ailleurs, que je préfère baptiser de HLM que de social, ça, à mon avis, ça dit mieux son nom. Vous êtes comme Pierre-René Lema, vous aimez bien le mot HLM. Oui, parce que ça veut dire une chose très simple, habitation à loyer modéré. Et pourquoi c'est à loyer modéré? Parce que c'est une économie régulée à côté d'une économie libre. Et que la France, elle a su faire des grandes choses dans son histoire, et elle le fera dans son avenir en étant équilibrée dans une économie mixte entre un secteur régulé, secteur public parfois, et un secteur privé. On l'a fait dans le domaine des transports, dans le domaine de l'énergie, on l'a fait dans beaucoup de domaines. Ça nous a plutôt réussi et je ne vois pas pourquoi ce qui nous a réussi historiquement devrait être défait à toute force aujourd'hui sans qu'on nous ait fait la démonstration que c'était un gage de meilleur fonctionnement pour l'avenir, bien au contraire. Donc un récit du logement social peut-être, mais il faut surtout que le logement HLM se mette au service d'un nouveau récit national de la France populaire. Et on a trop subi... Donc vous mettez le logement finalement comme un des éléments de ce récit. Un élément du contrat social. Voilà. Et la question aujourd'hui, c'est quoi le contrat social des années qui viennent dans un pays comme la France qui a su tenir sa parole et sa promesse d'universalisme en disant au monde
quelque chose sur le fonctionnement d'une société qui était un peu différente de ce qui se faisait ailleurs. C'est très intéressant ce que vous dites, et je voudrais avoir l'opinion de Yankel Fijalkov, parce que ce qu'on nous dit finalement, c'est que le logement social a perdu un petit peu de sa puissance de récit au sein de l'ensemble du système social français. Est-ce que on sait que le mouvement social s'est construit sur une culture finalement? Est-ce qu'elle est vraiment accessible à l'extérieur? Autrement dit, est-ce qu'au Parlement finalement on y comprend quelque chose? Je crois qu'on va vers une spécialisation du logement social. C'est-à-dire, en fait, on a tout un mouvement d'idées qui dit, au fond, le logement social, c'est du logement pour les pauvres. Et il faut que ce soit un logement pour les pauvres et non pas un logement à loyer modéré, comme vous le dites. Les pauvres qui sont une catégorie sociale un petit peu indéfinie, sauf par l'émotion. Bon. Et derrière ça, derrière cette spécialisation, en fait, bon, ce que j'ai vu, ce qu'on a vu plutôt, parce que j'étais accompagné par Yanira Wilson, qui est doctorante et qui a fait beaucoup d'analyses textuelles là-dessus. Ce qu'on a vu, au fond, c'est deux façons de raconter l'histoire du logement social. Une façon de raconter l'histoire du logement social qui était effectivement celle que vous racontez, c'est-à-dire le logement généraliste, ouvert à tous, universaliste, le modèle accueillant. Et puis, il y a l'autre récit qui est le récit du ghetto, du coupe-gorge, des zones de non-droit, etc., etc. Bon. Et donc face à ce récit négatif, le récit qui me semble poindre, c'est un récit qui dit le logement social, il faudrait qu'il se spécialise pour les pauvres, et il faudrait que ce soit simplement une chance, une opportunité temporaire. D'où le débat effectivement sur les baux, dont se pourraient se saisir des ménages défavorisés dans la perspective de sortir de là et de voilà. D'où effectivement une sorte d'aide d'urgence. Voilà, une sorte d'aide d'urgence ou une sorte de filet de sécurité. On peut le dire autrement. Bon, théorie de filet de sécurité qui, par exemple, existe de façon très minime en Espagne avec 3% de logements sociaux. Bon. Et les catastrophes qu'on connaît. Oui. Bon, voilà. Donc, voilà. Et donc, un logement social qui est un petit peu un filet de sécurité, qui sert uniquement de tremplin. Et qui soit spécialisé sur les populations les plus défavorisées. Voilà, voilà un petit peu qu'est-ce qui se dessine derrière ces débats. Et effectivement, ça met en brèche le modèle social, universaliste, généraliste, etc., etc. Donc, vous voyez, on a un composé un petit peu de deux forces, trois forces et demie là-dedans. Stéphane Peu, Yankel Fijalkov utilise le mot plusieurs fois, émotion. C'est un bon moteur? L'émotion? Non. Enfin, pour faire de la politique... Parce que c'est le problème, si vous voulez. Soit on met de l'émotion pour... Et alors là, on peut toucher le grand public. Soit on reste technique. Non, mais on peut aussi entre l'émotion. Moi, j'ai beaucoup entendu au Parlement. Moins on connaissait le sujet, plus on était technique, plus on voulait nous refiler les recettes de Bercy, plus on appuyait ça par une émotion facile. Donc en fait, l'émotion, elle est au service souvent des discours les plus régressifs. Parce qu'une fois qu'on a fait verser une larme en ayant une pensée émue pour telle ou telle victime du mal logement, derrière... On est habillé des plus beaux habits pour faire passer les lois les plus rétrogrades ou les plus contraires, justement, à la meilleure façon de régler l'émotion. Vous savez, moi, j'ai été élu... Ou inversement, on se souvient du débat sur l'APL avec un député qui était venu à la tribune avec un paquet de farine et en disant voilà, alors on est dans l'émotion. Non, mais ça peut c'est pas l'apanage d'un camp. Ça peut ça peut marcher dans tous les sens. Mais moi, en tout cas, je ne crois pas à ce registre-là. D'abord parce que
On est tous émus. Moi, j'ai été élu à Saint-Denis pendant des années. J'ai été relevé 26 morts dans l'habitat insalubre en 15 ans. Donc, dans des incendies, des effondrements d'immeubles, dont des enfants. Donc, vous imaginez bien que quand j'en parle, et encore aujourd'hui, il m'arrive d'avoir des nuits agité par ces souvenirs. Donc on peut, plus on a été au contact des réalités, plus on y a vécu, plus on peut, sur ce registre-là, être à l'infini dans des exemples. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de trouver des solutions et puis d'avoir une réponse politique. Je n'accepte pas l'émotion qui se traduit par des non-décisions ou des fausses décisions. Quand on parlait tout à l'heure du récit national ou du récit du logement social, moi je pense qu'il faut redonner sa place à un pays qui fasse nation tous ensemble. Et pour qu'il fasse nation, il faut que la préoccupation des milieux populaires, de ceux qui souffrent le plus dans ce pays et qui sont majoritaires, soit prise en compte, comme on l'a fait, parce que ce pays n'avancera pas que par ses élites. Alors ça a traversé tous les camps, même à gauche. Moi, je me souviens d'un groupe d'études qui s'appelait Terra Nova, qui s'appelle toujours Terra Nova, qui a sorti des notes à un moment donné pour des candidats de gauche, en leur disant, écoutez, électoralement, les couches populaires, ça sert à rien, ils votent pas, donc ça sert à rien d'avoir des programmes qui prennent en compte leurs aspirations. Voilà, on connaît ces notes et on sait que vous n'y accordez pas beaucoup. Oui, non, mais si vous voulez, ce que ça veut dire, au-delà de cet exemple précis, ce que ça veut dire, c'est comment, à un moment donné, les élites, j'aime pas trop ce mot-là, mais politiques, économiques, médiatiques aussi, ont peu à peu fonctionné dans une bulle des 20% les plus inclus. Aujourd'hui, quand on regarde, je finis là-dessus, on dit le logement social, ça coûte cher. C'est pas vrai. Le logement social, ça coûte cher, parce qu'un de ces ne coûte pas si cher que ça à la nation, parce qu'un de ses mérites, c'est justement d'être sur une économie de long terme, assez efficace et assez économe. Mais aujourd'hui, l'essentiel, une bonne part de la dépense publique, elle se fait pour défiscaliser des propriétaires de façon à ce qu'ils deviennent multipropriétaires, notamment avec l'investissement locatif Pinel ou d'autres noms dans le passé. Et c'est lié, tous les Robiens, enfin bon, ça, depuis 25 ans, on les a tous eus, de Meignery jusqu'à Pinel. Mais comment au moment où Piketty vous fait une étude pour montrer que les disparités entre les Français, elle est bien sûr sur les salaires et sur les revenus, mais elle est aussi beaucoup sur le patrimoine. Comment des gens se retrouvent multipropriétaires grâce à l'argent public et à la défiscalisation, et que d'autres continuent de rester locataires. Moi, dans le parc social à Saint-Denis, j'ai 30% de gens qui ont plus de 65 ans. Dans le parc HLM. Bon, ces 30% qui ont plus de 65 ans, ce sont des gens qui ont travaillé dur toute leur vie, souvent au SMIC ou guère plus qu'au SMIC, et qui aujourd'hui à la retraite se continuent de payer 600, 650, 700 euros de loyer avec très peu d'APL et des retraites à 1000 euros. Un éternel avocat du logement social, c'est comme ça que je vous décrivais, et je m'aperçois que je n'ai pas tort de le faire. On va donner le mot de la fin à Yankel Fijalkov. On n'a pas parlé du Sénat. Est-ce que au Sénat, la proximité plus grande avec les territoires fait qu'il y a finalement une meilleure connaissance de ces sujets du logement social? En tout cas, on parle beaucoup de proximité. Le mot proximité, parce qu'on a fait des décomptes de mots, le mot proximité revient lorsqu'on parle du logement social, proximité avec les habitants. On en a beaucoup parlé à propos de la loi Elan, évidemment, lorsqu'il a été question de regrouper les organismes HLM. Donc c'est effectivement un terme fort, et c'est effectivement quelque chose qui pèse dans le débat. Mais je voulais revenir un petit peu sur l'émotion. L'émotion est pas, à mon avis, est pas toujours négative, mais l'émotion assise sur des valeurs, et c'est pour ça que dans notre étude, on fait une étude des représentations et des valeurs. Une émotion bâtie sur les valeurs, sur des valeurs qui sont repérées et qui sont expliquées, ça peut être une émotion qui a effectivement des effets positifs et puis qui peut engranger de véritables politiques. Mais des émotions qui ne sont pas
qui ne sont pas repérables et qui sont volatiles, effectivement, ça peut se retourner contre l'auteur et les auteurs de la diffusion de l'émotion très facilement. Donc il faut vraiment faire attention dans le discours sur cet usage des émotions. L'émotion n'est pas mauvaise, mais c'est peut-être ce à quoi elle sert qui est mauvais. Merci en tout cas à vous deux, Yankel Fujalkov, universitaire, et merci à vous, Stéphane Peu, député de Seine-Saint-Denis, membre du comité exécutif de l'USH. Merci d'être passé par ce plateau de ce congrès digital.